Ce soir au Téléjournal. Napster muselé, est-ce la fin de la musique pour une chanson sur Internet? Fraude au marché central, des sommes détournées se retrouvent dans les mains du cartel de la drogue de Cali. Québec pourrait adopter une loi spéciale pour forcer les pharmaciens à respecter l'assurance médicaments. Le matin du 23, le gouvernement ne nous rembourse pas. À ce moment-là, on va devoir faire payer le patient pour qu'il ait ses médicaments. Et au point, où mène la carte du génome humain? Si la société, les assurances, les employeurs, les prêteurs bancaires se mettent à connaître votre destin biologique, soyez sûr que cela les intéressera. Le Téléjournal, avec Stéphane Bureau. Bonsoir. On peut certainement dire que c'est le livre de la vie, la recette pour fabriquer un humain. Aujourd'hui, les deux consortiums qui s'affairent à le décoder ont annoncé que le génome humain est beaucoup moins imposant qu'on le croyait jusqu'à maintenant. Il compte en fait entre 26 et 40 000 gènes, à peine le double du génome d'une mouche à fruits. C'est un dur coup pour l'orgueil de l'homme. Le génome, c'est 3 milliards de mots de 2 lettres, dans les faits, 2 protéines. Ces mots, ou paires, constituent les barreaux de la longue échelle en spirale qui est l'ADN. Les gènes sont de petites sections de ce ruban. Et de ces 3 milliards de paires, seulement 1,5% constituent des gènes. Réal Damour explique l'impact qu'auront ces découvertes sur l'avenir de la médecine. La publication de la carte du génome humain ouvre la voie de grands espoirs. La connaissance de nos gènes pourrait en effet permettre d'évaluer leur responsabilité dans l'apparition de certaines maladies comme le cancer, le diabète ou l'arthrite. À plus long terme, elle permet de penser à la création de nouveaux médicaments et à l'élaboration de traitements spécifiquement conçus selon notre profil génétique et de prolonger la vie. On s'était fixé 15 ans pour le décryptage du génome humain. On l'a fait en moins de 11 ans, mais il faudra attendre encore un certain temps pour utiliser l'information que représente cette cartographie, et ce n'est pas pour demain. Tout reste à découvrir, mais on a des moyens bien plus importants aujourd'hui pour pouvoir faire des recherches fructueuses qu'on l'avait il y a encore 1 ou 2 ans. Des 30 000 gènes qui tissent l'être humain, on n'en connaît que le tiers. Il y a beaucoup de gènes qu'on ne connaît pas. Même des gènes qu'on connaît la fonction, on connaît seulement une des fonctions. Parce que les gènes dans différents tissus peuvent agir de façon différente. Le séquençage du génome humain ne constitue pas la fin, mais le début d'une course, d'une lutte acharnée que se livrent maintenant le secteur public et le secteur privé. Course à la compréhension du mécanisme des gènes pour enfin produire la protéine qui sera capable de guérir éventuellement. Un marché potentiellement lucratif convoité par Celera Génomique des États-Unis et d'autres laboratoires indépendants qui veulent breveter la découverte des nouveaux gènes. Position fortement dénoncée par le groupe public de recherche. Une question d'éthique est maintenant soulevée. Peut-on monnayer les connaissances du génome ou appartiennent-elles au patrimoine mondial? Réal Damour, Radio-Canada, Montréal. La plupart des adolescents connaissent bien la musique et elle fait trembler les géants de l'industrie du disque comme Sony. Le site Internet Napster, où on peut télécharger gratuitement de la musique, a perdu une autre bataille devant les tribunaux américains. L'affaire continue devant la justice, mais c'est peut-être le commencement de la fin pour Napster. José Thibault. Chaque jour, des millions d'internautes se branchent sur Napster pour y échanger leurs fichiers musicaux préférés. Tout cela sans acheter de disques et donc sans payer les droits aux producteurs et aux artistes. Là, de ce qu'ils considèrent comme du vol, ils ont tenté de contrôler cette saignée. Après bien des rebondissements légaux, un tribunal leur donne partiellement raison. Il serait illégal de permettre sur Internet des copies d'œuvres soumises aux lois sur les droits d'auteur. Napster va poursuivre pour l'instant ses activités, mais selon son président, il est en sursis. Il est difficile d'évaluer les pertes dues au piratage de musique sur Internet, mais au Canada, les ventes de disques ont diminué de 6 % l'an dernier, une baisse de 84 millions de dollars qu'on attribue en partie à Napster. Au Québec, on parle d'un marché fragile parce que petit. Et si moins de gens achètent des disques et bientôt des films ou des livres parce qu'ils y ont accès pour rien sur Internet,
eh bien, on en produira moins. L'industrie s'inquiète d'ailleurs aussi des effets pervers de sites comme Napster. Il y a une mentalité qui est en train de s'instaurer dans la population et chez les jeunes en particulier, où consommer de la culture, c'est gratuit. On n'a plus besoin de payer comme avant d'aller au magasin de disques. Dans sa forme actuelle, Napster est probablement en train de vivre ses derniers moments. Un grand groupe de télécommunications allemand a déjà conclu un accord avec Napster afin de développer un système de distribution en ligne qui permettrait de payer des droits d'auteur aux artistes. Ça pourrait prendre la forme d'un abonnement mensuel ou de frais que vous payez à chaque fois que vous entrez sur le site. Josée Thibault, Radio-Canada, Montréal. Du marché central de Montréal à la Colombie, il n'y a qu'un pas dans cette affaire et aussi plusieurs millions de dollars. Radio-Canada a appris que de l'argent détourné dans cette vaste fraude immobilière s'est retrouvé dans les coffres du cartel de Cali, la plus grosse organisation de trafiquants de drogue au monde. Voici ce que Pierre Tourangeau a découvert. L'affaire du marché central de Montréal, une fraude qui a fait perdre plus de 100 millions de dollars à 2 communautés religieuses. Ses acteurs, Jean-Alain Bisaillon, un courtier en financement, Jean-Pierre Quentin, un ex-avocat, et Denis Schmout, l'ex-comptable des Sœurs du Bon Pasteur de Québec. Quentin a été condamné à 5 ans et demi de prison. Bisaillon et Schmout attendent leur procès. Le trio a aussi profité de la complicité de Sidney Lalouse, un ex-trafiquant de drogue soupçonné d'avoir profité d'informations secrètes pour vendre à la Ville de Montréal des immeubles qu'elle convoitait dans le Vieux-Montréal. Sidney Lalouse vit maintenant à l'étranger pour échapper à l'impôt. Dans une entrevue qu'il nous accordait il y a 1 an à Amsterdam, Lalouse expliquait comment Bisaillon l'avait utilisé pour justifier le transfert en Suisse de l'argent prêté par les communautés. Il y avait beaucoup de transferts de fonds, des ordres à Quentin pour transférer certaines sommes d'argent à telle et telle personne ou telle et telle compagnie. Or, plusieurs documents obtenus par Radio-Canada démontrent qu'au moins 6 millions de dollars ont abouti dans des comptes de banque ou des entreprises appartenant à des dirigeants du cartel de Cali en 93 et 94. Des entreprises qui servent, selon les autorités judiciaires américaines, à blanchir les profits des trafiquants de drogue colombiens. D'ailleurs, au moins 3 des Colombiens qui ont reçu de l'argent du marché central sont accusés d'importation de cocaïne et de blanchiment d'argent au Panama et en Équateur. Leur patron, un des barons du cartel de Cali, José Castrillon Henao, subit son procès en Floride sous les mêmes chefs d'accusation. La filière de Castrillon utilisait des bateaux de pêche pour faire entrer aux États-Unis des centaines de tonnes de cocaïne chaque année. Une organisation structurée qui jouissait d'appui jusqu'au plus haut niveau, de la Colombie jusqu'au Mexique. Demain, qui sont ces trafiquants qui ont blanchi une partie de l'argent du marché central? 12 ans et déjà à la tête de sa compagnie. Plus tard à l'émission, portrait du plus jeune des membres de la délégation de l'équipe Canada en Chine. Le ministre fédéral de la Santé, Alan Rock, devra être opéré pour un cancer de la prostate demain à Toronto. D'après les médecins, il s'agit d'un début de cancer et il croit que M. Rock sera rétabli dans 6 à 8 semaines. Alan Rock est âgé de 53 ans. Tous les moyens semblent bons au gouvernement Bouchard pour empêcher la plupart des 1600 pharmaciens de quitter le régime public d'assurance médicaments. Injonctions, mesures administratives ou même loi spéciale. Les pharmaciens, vous le savez, sont mécontents de leurs honoraires. De 30 à 50 millions de dollars les séparent encore d'une entente avec le gouvernement. Gilles Morin. Ça, c'est pas remboursé. Faut vous l'envoyer vous-même. À 11 jours de l'échéance qu'ils ont fixée pour se désengager du régime d'assurance médicaments, les pharmaciens sont au cœur d'une partie de bras de fer avec le gouvernement. Le matin du 23, le gouvernement ne nous rembourse pas. À ce moment-là, on va devoir faire payer le patient pour qu'il ait ses médicaments. La perspective de devoir payer les médicaments au comptoir pour ensuite réclamer un remboursement de la Régie de l'assurance maladie inquiète particulièrement les personnes âgées. C'est sûr que les personnes âgées qui le 23, vont devoir aller chercher pour ne serait-ce que pour 100 ou 200 $ de médicaments. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Ils ne peuvent pas se permettre ça. Le gouvernement ne peut pas garantir que les patients n'auront pas à payer leurs médicaments comptant. Mais tout est mis en œuvre, nous dit-on, pour éviter cela, y compris l'adoption d'une loi spéciale pour forcer les pharmaciens à respecter l'entente qu'ils ont conclue lors de l'établissement de l'assurance médicaments il y a 5 ans.
Il y a toutes sortes de formules qui sont envisagées pour pas que ces personnes ne soient pénalisées et n'aient à débourser, entre autres, des sommes considérables qui les empêcheraient d'avoir accès à leurs médicaments. Pour éviter les mauvaises surprises le 23 février, les patients devront, si possible, renouveler leur prescription d'ici 10 jours au plus tard. Tout ce qui va se passer le 22 et avant, le gouvernement va rembourser les médicaments. Les gens qui, oui, devraient être prévoyants à ce moment-là. Bien des choses peuvent se produire d'ici 10 jours, y compris la conclusion d'une entente entre les pharmaciens et le gouvernement. Il ne faut pas oublier que toutes ces menaces font partie du jeu des négociations. Gilles Morin, Radio-Canada, Québec. Plus tard à l'émission, de l'eau dans la cave, rupture d'une conduite importante à Québec. Et après le multimédia, une cité des arts du cirque, bientôt à Montréal. Wow! Notre agent a mis notre maison sur Internet. Puis l'adresse aussi. Il y a pratiquement juste la capitale qui fait ça. Tiens, on a déjà les visiteurs. Avec les garanties que l'agent de la capitale... Le bris du... Vendu, la capitale vendue. Fin d'après-midi mouvementé pour des dizaines de résidents de Vanier, en banlieue de Québec. Le bris d'une importante conduite d'eau qui alimente l'aqueduc de la ville de Québec a inondé tout un secteur de la municipalité voisine. Des dizaines de personnes ont dû être évacuées en chaloupe. Cécile Laroche. L'eau s'est rapidement engouffrée dans les sous-sols des résidences des rues Chanoine-Côté et Proulx, juste à côté de l'hôpital du Christ-Roi. En quelques minutes, le quadrilatère sinistré s'est transformé en un grand lac artificiel. Il a fallu sortir les embarcations pour tenter de porter secours aux familles sinistrées. À un moment donné, on a craint le pire. C'est réellement catastrophique dans le sens qu'on est dans un foie sibérien et puis qu'il y a des gens qui se retrouvent plus de sous-sol, plus de maison, plus rien, là, tout d'un coup. Pompiers, policiers, ambulanciers, employés de la ville et de la sécurité publique, tous sont mis à contribution. Pour une raison encore inconnue, l'une des 3 conduites principales d'aqueduc de la ville de Québec s'est brisée. Une conduite d'1 mètre de diamètre. C'est dire que toute la ville risquait d'avoir des problèmes d'approvisionnement en eau. Mais on a pu rebrancher le réseau. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé la conduite qui s'est rupturée, comme je vous ai mentionné tantôt. Tous les points d'alimentation en eau ont été réalimentés par les 2 autres conduites. Donc actuellement, il ne devrait pas y avoir de problématique d'eau à nulle part. Vers 7 heures, soupir de soulagement. On réussit à dégager un trou d'homme. L'inondation s'arrête, l'eau peut être évacuée, enfin. Tout est sous contrôle. Les gens ont été évacués. Les services de police de Québec vont rester sur place. En fait, on a pu éviter le pire. Mais les services d'urgence ont relativement bien fonctionné. D'ici quelques jours, tout sera rentré dans l'ordre. Mais les sinistrés, eux, devront faire leur grand ménage beaucoup plus tôt qu'à l'accoutumée. Cécile Larouche, Radio-Canada, Québec. Le maire de Québec, la ville veut devenir maire de Québec, la méga-ville. Jean-Paul Lallier a annoncé aujourd'hui qu'il se portera candidat aux élections de novembre. M. Lallier pense qu'il ne faut pas laisser la ville à ceux qui se sont opposés à la fusion. Une allusion à peine voilée à celle qui sera sans doute sa principale opposante. C'est donc dire la mairesse de Sainte-Foy, André Boucher. Un violent incendie a détruit une usine de recyclage de La Chute. À l'arrivée des pompiers, les flammes attaquaient déjà et avec fureur le bâtiment. Les pompiers de La Chute ont demandé l'aide de leurs collègues d'Hawkesbury en Ontario. On a craint un moment que la fumée qui s'échappait du brasier soit toxique puisque l'usine recyclait notamment des composantes d'ordinateurs en plastique. Les Albertains iront voter le 12 mars prochain. Ralph Klein est en quête d'un 3e mandat dans cette province où, vous le savez, le pétrole et l'argent coulent à flot. Tout indique que les conservateurs qui sont au pouvoir depuis 30 ans y resteront. Martine Biron. Le sourire du chef conservateur. Il entre en campagne électorale confiant avec bien peu de soucis.
But I do have a vision of low taxes, more money in your pockets. Des impôts à la baisse, plus d'argent dans les poches des contribuables. Ralph Klein promet la prospérité. L'Alberta n'a quasiment plus de dettes et ses coffres débordent. La publicité des conservateurs parle d'elle-même. Le chef est un mot qui en français veut dire « j'ai fait mes preuves ». Bon, c'est clair que c'est l'Alberta puis que les conservateurs vont être élus, mais la question, c'est avec quelle majorité? Les groupes de pression sont à l'œuvre. La privatisation l'année dernière de certains services de santé a soulevé la colère des Albertains. Et puis la déréglementation de l'électricité. Des adversaires distribuent du bois de chauffage, symbole que le gouvernement a raté la privatisation des services d'électricité. Les Albertains ont vu leur compte de gaz naturel ou d'électricité triplé, mais le gouvernement a distribué plus de 4 milliards de dollars en crédit aux contribuables pour compenser ces augmentations. Et le fait qu'ils soient capables de donner des rabais aux gens, il n'y a pas de mérite là-dedans. C'est simplement que le gouvernement, présentement, ne sait pas quoi faire avec son argent. Nancy McBeth est la chef de l'opposition libérale, une ancienne conservatrice qui n'a jamais réussi à ébranler sérieusement le gouvernement. Son parti détient 15 sièges sur 83. Mais la province est tellement prospère que les Albertains sont loin de parler de changement. Et Ralph Klein est populaire. Un sondage publié le mois dernier lui donnait une cote de popularité de 70 %. Martine Biron, Radio-Canada, Edmonton. Montréal aura sa Cité des arts du cirque après celle du multimédia et du commerce électronique. Un projet de 50 millions lancé par Québec et des partenaires du secteur privé et qui témoigne beaucoup du grand succès de nos cirques depuis une quinzaine d'années. Claude Frigon. Il y a une quinzaine d'années, avec la fondation du Cirque du Soleil, on était loin de s'imaginer l'essor que connaîtraient les arts du cirque au Québec. La relève, comme le cirque éloise, témoigne de la vitalité de ce domaine artistique et du savoir-faire québécois. Déjà un chef de file dans l'innovation et le développement des artistes, Montréal possédera dorénavant tous les outils nécessaires pour devenir la capitale mondiale du cirque. C'est de regrouper finalement la formation, la création, la production des arts du cirque sur un même site avec une animation, une programmation quotidienne et ceci dans un souci de revitaliser le quartier Saint-Michel. L'École nationale du cirque, qui est au cœur du projet, quittera donc ses locaux du centre-ville en 2002 pour s'installer devant le siège social du Cirque du Soleil, qui lui-même fait l'objet d'un agrandissement. L'École nationale du cirque manque d'espace. L'an dernier, les demandes d'inscription ont doublé et il n'y a toujours qu'une 60aine de places disponibles. Selon son directeur, le déménagement permettra de répondre à la demande. Si on compte tous les étudiants, même ceux au récréatif, ça va passer à 300. Je dis que notre contribution actuelle au marché de l'emploi dans le domaine du cirque est de 10 élèves, 10 finissants par année. On va passer à 60. Et le recrutement du talent local sera une priorité, car seulement 20% des 500 artistes du Cirque du Soleil, par exemple, sont québécois. En tout, il y aura une demi-douzaine d'édifices dans la Cité des arts du cirque, dont un chapiteau extérieur pour les performances publiques, de même qu'une résidence pour élèves et artistes. Claude Frigon, Radio-Canada, Montréal. Du cirque, on passe aux cieux. Les astronomes de la NASA ont mis fin de façon dramatique aujourd'hui à la mission de la sonde Near Shoemaker. Le vaisseau, gros comme une automobile, s'est posé sur la surface de l'astéroïde Eros après avoir fourni, pendant sa descente, des données inédites aux chercheurs. L'atterrissage de Near Shoemaker a permis de voir depuis près que jamais la surface d'un astéroïde. Les chercheurs ont constaté, avec surprise, à quel point la surface d'Eros est exempte de cratères causés par l'impact de météorites. La manœuvre d'aujourd'hui était particulièrement risquée. Near Shoemaker n'avait pas été fabriqué pour se poser. Comme la mission était terminée et que le véhicule allait manquer de carburant, les scientifiques ont donc décidé de jouer le tout pour le tout et leur pari semble avoir payé. Après son contact avec l'astéroïde, Near continuait d'envoyer des signaux. Le vaisseau a commencé son voyage en 1996 et il était en orbite autour de l'astéroïde Eros depuis un an. Les astéroïdes sont essentiellement de très gros cailloux en orbite autour du Soleil. Eros mesure une trentaine de kilomètres par 8 de largeur. Les données recueillies pendant l'année que la sonde a passée en orbite et celles obtenues lors de sa descente aujourd'hui
doivent permettre de mieux comprendre la formation des astéroïdes, des planètes et même de l'univers. On se rapproche maintenant de la Terre avec Jocelyne pour voir un peu ce qui se prépare pour les prochaines heures. Ça sera tranquille, hein? Oui. Une petite journée d'hiver, là, des petites perturbations, très peu de